De retour sur le plateau du Grand JT, place à notre premier débat du soir. Le système des prisons françaises est-il défaillant? À mes côtés, Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem. Bonsoir. Franck Alizio, vice-président du groupe du Rassemblement national au Conseil PACA, et Christophe Bouillon, Bonsoir. député du Parti socialiste de Seine-Maritime, président de l'Association des petites villes de France. Bonsoir à tous les trois. Alors aujourd'hui, le mouvement de protestation pénitentiaire s'est propagé dans tout le pays. Ce soir encore, 2 prisons ont été bloquées, notamment celle de Condé-sur-Sarthe, là où s'est passée cette agression au couteau. 2 surveillants qui ont été agressés par un détenu radicalisé. Hier, Nicole Belloubet a qualifié cet acte de terroriste. Beaucoup de questions se posent forcément aujourd'hui. Question d'ailleurs que la garde des Sceaux elle-même s'est posée à l'Assemblée nationale. Écoutez. Il nous faut en effet comprendre pourquoi des fouilles sur des visiteurs n'ont pas été pratiquées avec suffisamment de vigilance. Il nous faut comprendre pourquoi, alors que l'on disposait de données de services de renseignement, pourquoi ces données n'ont pas été utilisées pour affecter ce personnel, ce détenu, dans l'un des quartiers d'affectation qui aurait pu mieux le prendre en charge? Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir accès à une unité de vie familiale? Pourquoi est-ce que l'ensemble de ce drame s'est produit? Alors, il faut savoir, cette précision, que Condé-sur-Sarthe fait partie des 2 prisons les plus sécurisées de France. Que vous inspirent ces mots de Nicole Belloubet? Elle pose les questions qu'en fait on se pose tous. Comment ça se fait qu'on peut rentrer dans une prison avec un couteau? C'est quand même invraisemblable. Comment ça se fait quand on sait aujourd'hui la difficulté du monde pénitentiaire, des surveillants, des alertes qu'ils passent leur temps à dire? Comment ça se fait qu'on ne les écoute pas? Puisque moi j'ai entendu un certain nombre de surveillants dire « nous avons alerté, nous avons dit » que c'était quelqu'un de radicalisé. Moi, j'ai aussi des questions et il est nécessaire plus que jamais d'y répondre pour une double raison. Un, nous avons dans nos prisons, effectivement, une radicalisation qui se propage de plus en plus. On a des défaillances. Comment on peut imaginer que nos prisons peuvent être autant des passoires? Eh bien, moi, je ne me résous pas à voir ou à imaginer que ça continue comme ça. Je pense qu'il faut une certaine fermeté. Je me suis même renseignée sur les règles aujourd'hui établies pour palper ou pas, ou en tout cas contrôler les personnes qui visitent. Parce que je ne comprenais pas comment c'était possible. Eh bien, il se trouve que les règles aujourd'hui, c'est vous passez dans un portique. Si vous ne sonnez pas, bon, vous passez. Ce sont les objets métallisés qui sonnent. Tout à fait. Et donc, quand vous avez céramique. oui, vous avez un couteau en céramique, ça sonne pas. Vous avez potentiellement de la drogue, ça ne sonne pas non plus, puisque ce n'est pas métallique. Vous passez ce portique. Si vous sonnez à plusieurs fois, alors les surveillants peuvent vous contrôler avec un détecteur manuel. Bon. Et si ensuite, avec votre consentement, on peut aller jusqu'à la palpation. Mais si vous refusez, vous repartez. Sauf que quand ça sonne pas, il ne se passe rien. Mais ce qui est fou, c'est que ces problèmes ont déjà été pointés du doigt, comme vous l'avez dit. Il y a eu des précédents. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, encore, on se pose la question, Franck Alizio? Parce que quand on écoute la ministre, on a l'impression qu'on est dans Histoire inexpliquée, enfin quelque chose de surnaturel. On se pose des questions. Ben non, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Il y a un laxisme généralisé parce qu'on parle quand même de l'une des prisons qui était les plus sécurisées. Donc on n'imagine pas ce qui se passe on peut pas imaginer ce qui se passe dans les autres prisons. On est dans une situation où il y a une chaîne de responsabilité. Cette chaîne de responsabilité, que la ministre le veuille ou non, elle remonte jusqu'à elle. Donc évidemment qu'il y a un responsable, évidemment qu'il y a eu des défaillances. Comme vous le dites, ce n'est pas la première fois. On est à plus de 100 agressions depuis le début de l'année sur du personnel pénitentiaire. On a un personnel pénitentiaire qui, l'année dernière, a manifesté. Il y a eu un véritablement mouvement social, on s'en souvient tous. Il a déjà tiré la sonnette d'alarme. Et qu'est-ce qui se passerait? Et la ministre vient dire, je me pose des questions comme vous. Mais non, mais elle n'est pas devant sa télé, la ministre, en train de se poser des questions. Elle est la responsable. Et donc, c'est elle qui doit répondre à ces questions. Et c'est elle qu'on devrait sanctionner pour les défaillances qu'on vient à nouveau de voir se produire. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas anodin, c'est grave ce qui s'est passé. Est-ce que tous ces questionnements de la garde des Sceaux vous posent question et aussi ou vous choquent même? Vous savez, comme parlementaire, on a un droit de visite des lieux de privation de liberté. Ce droit, je l'ai exercé en 2008 à la prison de Rouen. À l'époque, le sujet, c'était la surpopulation carcérale. Je l'ai exercé à nouveau, c'était en 2016. Cette fois-ci, la question, c'était en effet la radicalisation. Et dans les 2 cas de figure, sur ces 2 sujets, ce qui compte, c'est la question des moyens, et notamment des moyens humains, ceux des surveillants.
On a une difficulté dans ce pays. On est j'ai envie de dire, en fond de classement en ce qui concerne le taux d'encadrement. On est aujourd'hui à 1 surveillant pour 2,5 détenus. Ce qui est un vrai sujet. Il y a besoin de créer des postes, mais il y a une difficulté aussi en termes de reconnaissance des missions et du rôle des surveillants. La preuve en est, on a aujourd'hui 2500 postes qui ne sont pas pourvus, tout simplement parce que avec des situations comme celle-ci, avec des accidents à répétition, on peut comprendre de la part de celles et ceux qui pourraient se dire pourquoi pas moi, pourquoi pas embrasser ce métier. Eh bien non, quand je vois les conditions d'exercice de ce métier, quand je vois les conditions de rémunération, il y a donc en la matière besoin de faire des efforts. C'est vrai qu'il y a eu des failles, incontestablement. Il y a la question de la fouille. Ce n'est pas un sujet nouveau. Il y a déjà eu ce débat en 2009, en 2013 et à nouveau en 2016. Pourquoi ça n'a pas avancé ? Alors, il y a une question qui est par rapport aux instances européennes qui ont demandé, en effet, qu'on ne puisse plus avoir des fouilles à nu. C'est-à-dire qu'ils considéraient que c'était une remise en cause de la dignité, en tout cas c'était disproportionné. Malgré tout, en l'occurrence dans le cas présent, on est confronté à un détenu radicalisé, c'est-à-dire que déjà il n'était pas isolé des autres détenus, c'est une première question. Ensuite, forcément, quand un de ses proches vient le visiter, je pense qu'on aurait pu procéder à une fouille avec palpation, à une vraie fouille. C'est ça le sujet. Alors non seulement effectivement ce détenu radicalisé s'est converti à l'islam depuis 2010, c'est ce qu'on sait de lui, était effectivement en détention ordinaire, mais en plus au moment des faits il se trouvait dans cette fameuse unité de vie familiale. Juste pour précision pour nos téléspectateurs, c'est un appartement qui échappe au regard d'autrui, qui permet aux détenus de recevoir leurs proches dans l'intimité. Est-ce que c'est pas anormal ça ? Ce qui est anormal et certain, c'est quand on est radicalisé, on puisse accéder à ça. Moi, ce que je ne comprends pas, et ce qu'il faut absolument éclairer, comment ça se fait ? On a dit que la première manière de lutter contre la radicalisation, c'était le renseignement à l'intérieur de la prison. C'était c'est le premier des outils, la première des armes. Quand on identifie, eh bien, on sépare. Quand on identifie, on met la personne le plus loin possible des autres, parce que c'est contaminant. Voilà. C'est pas entendable. Et aujourd'hui, on voit quoi ? On voit une personne radicalisée, déclarée comme radicalisée, et pourtant dans un espace quasiment privatif, avec moins de surveillance. Il y a eu des défaillances, c'est certain, je pense qu'on le partage sur ce plateau, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Par contre, là où il y a une étape supplémentaire, c'est peut-être d'investir dans un matériel qui détecte autre chose que les métaux. Peut-être, il y a des pistes dans ce sens-là. C'est un souci aussi dans les aéroports. Oui. C'est un problème en prison et aussi, exactement. Tout le monde. Et puis on peut aller un peu plus loin avec la question des surveillants. Aujourd'hui, il faut peut-être une alerte encore complémentaire, une sorte de droit de veto, quand un surveillant alerte sa direction sur la radicalisation, puisqu'il met, lui, sa vie en jeu en attendant, eh bien qu'il puisse tirer cette sonnette de manière plus forte et plus ferme. Je vous rejoins parfaitement. Moi, ce qui m'avait surpris en visitant la prison de Rouen en 2016, c'est finalement une différence entre les chiffres donnés par le directeur de la prison sur les détenus dits radicalisés et les chiffres donnés par les surveillants. C'est-à-dire, en effet, les indices, en tout cas, la façon, ils sont au quotidien, par définition, aux côtés des détenus. Donc, ils sentent venir aussi des phénomènes de radicalisation. C'est vrai aussi au niveau du pôle médical. Il y a là souvent des psychiatres, d'autres professionnels de santé qui sont dans cette relation directe avec des détenus et qui voient parfois ce glissement. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est que les prisons aujourd'hui sont parfois des foyers de radicalisation. Donc il faut pouvoir faire confiance au personnel présent et dès qu'il y a des indices, dès qu'on voit ces phénomènes se propager, eh bien il faut que la direction puisse prendre les bonnes décisions. Moi, je veux bien qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle affaire, un nouveau drame, le gouvernement et la majorité font semblant de redécouvrir l'eau tiède. Bon, le problème, c'est que cette idée de régime dérogatoire au droit commun pour les détenus radicalisés qui permettrait à la direction de la prison, aux autorités, de mieux contrôler ou de remettre en cause les permis de visite, ou les gens qui visitent, pouvoir mieux les contrôler, mieux contrôler les détenus eux-mêmes. Toute une série de règles auxquelles on pourrait déroger. Bien ça, depuis des mois, Marine Le Pen le propose.
Pourquoi on n'a pas tout simplement pris la bonne idée, l'idée responsable de Marine Le Pen et on l'a appliquée? Donc l'idée existe, elle est proposée dans le débat politique depuis des mois par Marine Le Pen. Pourquoi elle n'a pas été appliquée? Et un nouveau drame et on fait semblant de redécouvrir l'eau tiède. Mais non, on avait proposé cette solution. Tout le monde semble d'accord avec cette solution. Alors pourquoi on n'a pas repris la proposition de la leader de l'opposition depuis des mois? Alors je voudrais vous montrer ce sujet. Il était question au printemps que ce détenu, son cas soit étudié pour peut-être le placer dans un département spécialisé pour les détenus radicalisés. Mais ce processus, il est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Regardez. En France, 1700 détenus sont identifiés comme radicalisés. Selon leur profil, ils peuvent être placés dans 3 types de détention. Première option, la détention classique. Y sont placés les prisonniers de droit commun. C'était le cas de l'assaillant de Condé-sur-Sarthe qui purgeait une peine de 30 ans pour meurtre. Deuxième option, les QPR, quartiers de prise en charge de la radicalisation. Il en existe 5 en France, comme celui-ci, à Condé-sur-Sarthe. Ces quartiers sont étanches, les détenus radicalisés n'ont aucun contact avec les détenus classiques. L'objectif, empêcher le prosélytisme religieux. Enfin, dernière possibilité, l'isolement. Il s'agit d'encadrer les individus les plus dangereux, susceptibles de passer à l'acte. Mais comment les prisons déterminent-elles où placer les détenus ? Elles procèdent à des évaluations dans des quartiers spécialisés, les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Pendant 4 mois, des psychologues, des référents religieux et des surveillants observent les prisonniers avant de décider où ils seront placés. Les détenus de droit commun radicalisés doivent être évalués dès le printemps prochain. Ainsi, l'assaillant de Condé-sur-Sarthe aurait dû intégrer un quartier d'évaluation de la radicalisation dans les prochains mois. Est-ce que selon vous, il y a finalement 2 dimensions de temps? L'urgence de déplacer un détenu qui est considéré comme dangereux et puis on va dire la lenteur administrative. Oui, bien sûr, dans le cas présent, il faut jouer l'urgence, il faut faire en sorte que très vite, cette personne, ce détenu, soit isolé des autres détenus. On voit bien que le phénomène de radicalisation, c'est un phénomène, j'ai envie de dire, glissant, c'est un phénomène aussi de psychologie, d'approche, etc. Donc manifestement, quand le détenu est mis parmi d'autres détenus, c'est là qu'il y a un peu une forme de contagion quelque part. Après, bien évidemment, il y a des procédures administratives. En même temps, je pense que dans le cas présent, la carte de l'urgence, elle paraît évidente, surtout quand les indices sont probants. Donc là, c'est incompréhensible le temps qu'on a mis à... C'était pour le printemps, normalement, mais oui, mais vous voyez dans quelle situation on arrive. Surtout que la question de la radicalisation, et vous le savez comme moi, elle n'est pas nouvelle. Et par ailleurs, le détenu, lorsqu'il a été incarcéré, on avait déjà cette idée comme quoi il était radicalisé. Oui, parce qu'il a été effectivement, au-delà de ses 30 ans de réclusion criminelle, il avait été aussi condamné 1 an pour apologie du terrorisme. Il n'est pas devenu radicalisé, en tout cas il n'a pas commencé cette radicalisation, j'ai envie de dire, en prison. Il était déjà radicalisé. C'est donc une preuve supplémentaire qu'on aurait dû agir dès le départ et pas attendre un temps aussi long. Sarah El Haïry, vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord ce soir finalement. En réalité, il faut des mesures d'urgence et des mesures de transition. Quand on voit des détenus se radicaliser à l'intérieur de la prison, alors il y a ces quartiers, effectivement, où on évalue pour pas mettre des radicalisés, on va dire, début de radicalisation avec les plus extrêmes. Et finalement, peut-être enclencher la déradicalisation ceux qui sont moins tombés dans la radicalisation. Mais la vraie réponse, c'est comment on fait pour prendre en compte la parole des surveillants? En fait, c'est ça mon sujet. Comment on fait pour entendre immédiatement la parole et l'alerte des surveillants? Parce qu'eux, ils sont en contact au quotidien avec les détenus. Et eux, ils ressentent peut-être de manière plus rapide, plus vive, peut-être même à l'instinct, peut-être qu'il n'y a pas l'ensemble des indicateurs. Et alors? Mais c'est pas ce qui a l'air le plus compliqué en plus, recueillir des témoignages de surveillants. C'est juste ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est ça? Exactement, c'est l'après. C'est finalement pourquoi... En attente de mise en œuvre ou en placement d'isolement, par exemple, jusqu'au bout, c'est comment on sort ces détenus pour les mettre dans une période transitoire en attendant l'évaluation et éviter des drames comme ce qu'on a vécu. Ce qu'il faut, c'est que nous sommes en train de vivre dans nos prisons des situations d'urgence, nous sommes en train de vivre dans nos prisons des situations qui sont de plus en plus violentes. Face à cette situation, il faut des réponses qui soient adaptables et flexibles. Moi j'ai une question de bon sens. On voit bien qu'il y a un problème de moyens, on voit bien qu'il y a un problème de place en prison, de moyens, de personnel. Bon. Pourquoi on s'ajoute des difficultés aux difficultés? Il y a 70 000 détenus en France. Il y en a 500 détenus pour terrorisme et il y en a 1 200 qui sont radicalisés. Mais en plus de ça, pourquoi on a
15 000 détenus étrangers dans nos prisons. Pourquoi ces détenus ne purgent pas leur peine dans leur pays ? Tout simplement. Ce qui existait jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années. Ça permettrait d'alléger la pression sur nos prisons, tout simplement. Et surtout, pourquoi hésite-t-on, parce qu'on voit bien qu'il y a une hésitation, à faire revenir ou non les 130 djihadistes qu'on a en Irak? Il faut dire non clairement aux 130 djihadistes qui vont venir, et il faut enfin abroger cette fameuse règle qui fait que lorsque la personne est condamnée, elle purge sa peine en France. Elle doit purger sa peine. C'est 500 millions d'économies chaque année qu'on pourrait réinjecter pour des places de prison, pour du personnel, les 130 pour des moyens. Restent en Syrie, Ça, mais vous voulez enlever les étrangers des prisons françaises. Oui, bah c'est deux propositions de bon sens. Hein. C'est deux propositions de bon sens absolu. Moi, un djihadiste qui est parti faire le djihad en Irak n'est plus un Français, c'est un ennemi de la France, donc il est face à ses responsabilités. Et un étranger qui commet un délit, eh bien, il est condamné et il va purger sa peine dans son pays. C'est du bon sens, ça a fonctionné comme ça pendant des décennies. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a aujourd'hui une situation de la pénitentiaire, comme on l'appelle, qui est en crise. Ils se sont mobilisés l'année dernière. Ils se sont remobilisés aujourd'hui. On le voit de manière très vive. Parce qu'il y a des postes, mais ils ne sont pas pourvus. Pourquoi ? Parce que la pression à l'intérieur de nos prisons est de plus en plus grande. Parce qu'il y a une question presque d'attractivité de ces métiers-là, qui sont nécessaires dans notre société. Comment sécuriser leurs familles ? Parce qu'ils sont aussi malheureusement les victimes de pression en dehors. Comment faire pour qu'ils soient peut-être, faut le dire, plus ou moins dotés d'outils pour se protéger, d'autodéfense ? Parce que quand on a entendu que le seul outil qu'il avait, c'était un sifflet, moi je ne comprends pas. Beaucoup de questions en tout cas qui attendent des réponses. On va passer au deuxième débat. Désolé, vous restez ici évidemment sur le plateau du Grand JT. On se retrouve dans un instant. On va parler justement de la France qui est dans le viseur de l'ONU concernant les violences policières. Peut-être que cette fois-ci vous ne serez pas tous les trois d'accord autour de ce plateau. A tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT, toujours en compagnie de Sarah El Haïry, députée Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem, Franck Alizio, vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil PACA, et Christophe Bouillon, député du Parti Socialiste de Seine-Maritime, président également de l'Association des Petites Villes de France. Notre deuxième débat ce soir va tourner autour des violences policières parce que l'ONU s'est immiscée aujourd'hui dans la crise des Gilets jaunes. L'organisation internationale a fait savoir qu'elle réclamait à la France une enquête approfondie sur les violences policières qui se seraient produites pendant les manifestations des Gilets jaunes depuis la mi-novembre. Christophe Bouillon, déjà votre première réaction par rapport à cette démarche ? Ça commence à faire beaucoup. Il y a eu d'abord Amnesty International, il y a eu le Défenseur des droits, il y a eu l'Association pour l'abolition des chrétiens pour l'abolition de la torture, il y a eu des alertes aussi de l'Inspection générale de la police nationale. Et à chaque fois, surtout, je le cite à dessein, c'était en novembre dernier, en 2018 seulement, l'Inspection générale de la police nationale, elle dit quoi ? Elle dit qu'il y a un degré de dangerosité disproportionné au regard de l'objectif de maintien de l'ordre. Elle considère que l'usage aujourd'hui abusif du LBD 40 pose un certain nombre de difficultés. En quelque sorte, le LBD, c'est un peu le petit frère du flashball. On se souvient aussi des polémiques qu'il y a eu sur le taser. Je crois que si on n'a rien à se reprocher, il ne faut pas avoir peur finalement d'une enquête. Vous savez, quand il y avait eu le drame au moment de Sivins, les manifestations autour du barrage de Sivins, et après le décès de Rémi Fraisse, il y avait eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, c'était en 2015, qui avait permis finalement de regarder, d'ausculter un peu cette question avec précision. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand des organisations comme le Haut Commissariat aux droits de l'homme au niveau de l'ONU dit des choses comme ça. Il ne faut pas avoir peur de l'enquête. J'observe que ce n'est pas une condamnation, c'est simplement une demande d'enquête. Et je pense que si on n'a rien à se reprocher, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et je pense qu'il est quand même assez important de pouvoir s'interroger en effet sur la formation pour pouvoir utiliser ce type d'armes, sur l'usage qui peut en être fait. Il faut aussi, bien évidemment, essayer de mettre dans la balance à la fois les missions de maintien de l'ordre, qui sont essentielles, et puis les abus qu'on a pu constater. Je crois savoir qu'il y a quand même 162 cas aujourd'hui qui sont auprès de l'inspection générale de la police nationale. C'est dire que ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet important. Certes,
depuis plusieurs semaines maintenant, et depuis plusieurs mois même, et toutes les semaines, on a des manifestations. On peut imaginer aussi qu'il y a parmi les forces de l'ordre beaucoup de fatigue, beaucoup de tension. N'en demeure pas moins qu'il ne faut pas laisser cette façon, ce regard que porte la communauté internationale sur la France. Mais encore une fois, si on n'a rien à se reprocher, n'ayons pas peur de l'enquête. Écoutez justement à ce sujet Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, après on en parlera. Elle n'a pas une enquête à faire, elle a à remettre en cause son arsenal mis à disposition des forces de l'ordre qui est disproportionné. On le sait, les tirs de balles LBD, c'est dangereux et c'est inutile, c'est inefficace pour calmer le jeu, pour faire baisser la tension comme nous l'avons sans cesse réclamé. Le problème, ce sont ces fameux LBD, les lanceurs de balles de défense. Aujourd'hui, il y a eu un débat, il y a eu le Conseil qui a été saisi. Je ne pense pas que ce soit le problème ou pas. Ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu depuis le mois de novembre, c'est des manifestations récurrentes, avec une montée de violence sans nom. Effectivement, il ne faut avoir peur de rien. On est dans un état de droit, et parce que nous sommes dans un état de droit, toutes les dérives doivent être condamnées, que ce soit de la part des casseurs ou que ce soit de la part de la police. Quand c'est la police, il y a ce qu'on appelle des enquêtes de la police, des polices, enquêtes internes, et je pense qu'il faut aller à l'étape supplémentaire, c'est la transparence. C'est-à-dire que quand il y a des condamnations et des procédures qui aboutissent, il faut le dire aux gens, pour qu'ils aient aussi confiance dans cette démarche. Là où je suis, sereine, c'est que les enquêtes, il n'y en a pas une aujourd'hui, il y en a des centaines. Donc on va bien avoir la lumière qui est faite. Et puis, c'est pas comme si tout le monde était sourd à tout. Nous avons vu ces images. Nous avons vu la violence qui a pu avoir lieu contre les forces de l'ordre aussi. Et c'est pour ça qu'il y a eu la question, pour avoir plus de lumière, de la mise en place, vous savez, des caméras piétons, pour voir ce qui se passe, pour sentir un peu l'ambiance autour. L'ONU est tout à fait dans son rôle. Par contre, moi, ce qui m'a plus embêtée, pour être quand même honnête dans ma réflexion, c'est quand, dans la deuxième partie de son rapport, dans sa préconisation plutôt, ils disent « oui, mais il faut rétablir le dialogue ». Oui, mais en attendant, lors de cette mobilisation, nous avons ouvert un grand débat avec une commune sur 3 qui a mis un cahier de doléances. Et finalement, vous savez, ce débat, on ne peut pas le faire avec des gens qui ne souhaitent pas venir. Donc, sur la partie violence, on analyse. Pourquoi pas? Je pense que c'est nécessaire. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Moi, j'ai confiance dans nos forces de l'ordre. Et quand il y a des dérives, il faut des condamnations de tous les bords. Et puis, quand on a par contre des leçons sur le dialogue, moi je pense qu'il est bien aussi de voir tout ce qui se passe dans notre pays. Et nous sommes en train de vivre un vrai moment démocratique. Par contre, ceux qui ne veulent pas venir au dialogue, j'ai envie de dire, c'est de leur responsabilité. Grand débat qui se terminera d'ailleurs le 15 mars. Franck Alizio. Tout d'abord, vous me permettrez de prendre un petit peu de recul et de me souvenir que Emmanuel Macron était le plus grand donneur de leçons européen. Donneur de leçons à l'Italie, donneur de leçons à la Pologne, donneur de leçons à la Hongrie. C'était le champion des droits de l'homme, de l'état de droit, de la démocratie. Bon, eh bien, il dénonçait la lèpre. L'ironie de l'histoire, c'est que pour l'ONU, la lèpre, c'est lui, puisqu'il est dénoncé. Il est dénoncé comme celui qui commet des exemples. Bah oui, mais bon, enfin, c'est quand même, c'est pas anodin. Moi, je me souviens pas que l'ONU ait dénoncé le comportement du gouvernement français en 68. En 86, pendant les grèves et les manifestations, et Dieu sait qu'il y a eu des problèmes à ce moment-là, notamment à l'affaire Malice Ousekine en 86, pendant les émeutes de banlieue, pendant l'état d'urgence. Donc ça veut dire que c'est pas anodin ce qui arrive, c'est pas anodin ce qui arrive. Et on nous disait ce sera Macron, pendant la campagne 2017, ce sera Macron ou le chaos. Eh bien, on a Macron et le chaos. Et il y a quelque chose d'honteux, je suis désolé, à nous voir dans un rapport de l'ONU assimilé au Zimbabwe, à Haïti, au Venezuela. Enfin, il y a quelque chose que l'ONU dise dans un rapport, les problèmes économiques, qui les violences policières, mais pas forcément qu'ils les comparent. Les problèmes économiques, sociaux, il y a des problèmes économiques, sociaux et démocratiques en France, il faut qu'ils soient entendus. Mais vous imaginez, alors bien évidemment, je sais très bien qu'on n'est pas le Venezuela, autre chose, mais en revanche, ce dont je suis persuadé, c'est que tout ça, c'est la faute à l'incompétence d'un gouvernement. C'est-à-dire que la différence entre toutes les autres étape historique que j'ai citée, où justement on n'a pas été montré du doigt comme ça, mais peut-être que le ministre de l'Intérieur était beaucoup plus compétent que M. Castaner et que donc il y a eu la bonne riposte. Là, la riposte était disproportionnée face aux Gilets jaunes et elle était inefficace face aux casseurs. Pour moi, c'est l'incompétence du ministre de l'Intérieur.
Je pense qu'on serait bien inspiré à ce que le Parlement se saisisse de cette question et qu'on ait une commission d'enquête parlementaire. Vous savez, dans la liste que vous avez citée, je ne suis pas sûr que les autres pays soient en capacité de mener un travail avec un exercice de contrôle finalement du Parlement. Parfois, on sait que leur Parlement est quand même réduit à la portion congrue. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur, ni d'une enquête, ni d'aller jusqu'au bout des choses. J'observe par ailleurs que la question qui s'oppose autour du LBD n'est pas une question qui date simplement du mois de novembre 2018. C'est une question un peu plus ancienne. Finalement, depuis que le LBD existe, la question se pose quant à son usage. Et je pense qu'il faut mettre tout sur la table. Il faut faire en sorte, en effet, qu'on soit capable, dans une démocratie comme la nôtre, dans un état de droit, de ne pas, à la fois, je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère, bien évidemment, quand un haut-commissaire aux droits de l'homme au niveau de l'ONU parle, surtout Mme Bachelet, qui a été quand même chef d'État, ce n'est pas n'importe qui, quand elle dit des choses sur la France, forcément ça nous heurte tous. Comment on se sort de cette situation-là ? Eh bien, on se sort de cette situation-là en mettant carte sur table, en jouant la transparence, en allant jusqu'au bout de l'exercice. Je pense que c'est ça qui est important. Et si on veut par ailleurs réhabiliter le Parlement, c'est une belle occasion de le faire. Laissons aux membres du Parlement, dans leur diversité, pouvoir traiter cette question avec beaucoup de discernement. Et puis aussi trouver d'autres façons sans doute de maintien de l'ordre. Il faut aussi écouter les forces de l'ordre. Et puis puisqu'on parle des violences, permettez-moi de le dire, je suis de Rouen, il y a eu des journalistes qui ont été agressés aussi. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut élargir aussi le débat. Il faut bien évidemment s'intéresser à l'usage de ce type d'armes et voir si il est proportionné par rapport aux missions de maintien de l'ordre. Mais pour autant, il faut s'intéresser aussi aux évolutions qu'on voit venir dans les types de manifestations. Et là-dessus, chacun se souvient aussi les manifestations qu'on a pu avoir quand vous aviez des sommets mondiaux, quand vous avez à Seattle, aux États-Unis ou dans d'autres endroits, il y a eu des violences parfois terribles, parce qu'on voit aussi que la forme de manifestation évolue avec le temps. On va bientôt devoir rendre l'antenne. Juste un petit mot rapide. Un mot de conclusion. Peut-être qu'effectivement, il y a des violences qui sont de plus en plus virulentes dans notre pays. Depuis 2016, on voit une explosion. Moi, je suis sur la Loire-Atlantique et nous avons vécu peut-être les pires moments de notre territoire avec la ZAD. Alors oui, peut-être qu'il faut mettre à plat, mais ne pas oublier que les violences, quand il y en a eu dans le côté des forces de l'ordre, alors elles devront être punies, mais aussi mettre en lumière les violences qu'elles ont subies. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin du Grand JT, mais l'info continue sur CNews.